Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir réaccueillir, mais on avait déjà fait un épisode, mais bon, on doit en refaire un. J'ai le plaisir Voilà. d'accueillir Fred Gacon. Salut Fred, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, super en forme. Bon, je suis content de te recevoir. On va aborder quelques sujets intéressants, je pense. Est-ce que avant Ouais. d'aborder ces sujets, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît, parler de ton parcours et dans quoi tu bosses actuellement? Écoute, Frédéric Gacon, 35 ans, jeune marié. Euh, Ça fait à peu près 15 ans maintenant que je suis préparateur physique. Donc, j'ai commencé collège, lycée, pas très élève, pas très studieux, je dois l'avouer. J'étais un joueur au centre de formation à Dijon. Après, je suis rentré à la faculté en STAPS à Dijon, tu sais, école bien connue du monde des préparateurs physiques. On va dire que c'est l'une des bonnes écoles. J'ai fait les 2 licences, 2 masters, un master entraînement, une maîtrise éducation. Je ne suis pas allé jusqu'au CAPES parce que je n'avais pas le courage. Voilà, donc 6 ans d'études riches où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Parce que tu doutes bien, quand on a un nom de famille comme le mien, bah, tu arrives à la faculté avec la plupart des professeurs qui ont eu ton père en prof ou ta mère en collègue ou alors en athlète. Donc, bon, voilà, petite pression indirecte. Puis je passe après 2 sœurs qui ont été majeures de promo et qui ont été brillantes en tant que prof de PS et athlète, dont l'une à l'agrégation. Donc, si tu veux, bon, je passais sur un terrain un peu difficile au départ. Donc, il a fallu bien que je m'y mette. Donc, je ne vais pas te mentir, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Voilà, en parallèle, j'ai passé mes diplômes de foot, le BMF, le CFPA, le CEPPF maintenant, certificat d'entraîneur préparateur physique de centre de formation de la 3F. Voilà, 6 ans en club pro à Dijon, passé par toutes les catégories, les filles, les garçons, des plus jeunes aux moins jeunes. La dernière année, je suis directeur de l'école de foot, je remplace Moulay Azégoire qui était parti au Soudan avec Cavalli. Enfin bon, bref. Je fais 6 ans, 6 belles années, mais bon, je vois que j'arrive un peu à faire. J'ai fait le tour. Nul n'est prophète en son pays. Bon, je devais gagner, je pense, au bout de 6 ans, j'avais un salaire de 1200 euros ou 1100 euros, je pense, quelque chose comme ça. Et puis j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de sortir de cet environnement que je connaissais parfaitement dans ma ville natale. Donc je suis parti à Fréjus un an avec Jean-Noël Cabezas. Après, je suis parti avec lui à Andrézieux 2 ans. On a fait 2 belles saisons. On a joué la montée 2 fois, on a éliminé Marseille en Coupe de France devant 15 000 personnes à Geoffroy Guichard. C'était un bon petit moment. Hein. Non, ça me fait rire. Ouais, c'était incroyable. Scénario incroyable, 2-0. Ils avaient mis le 11 parce qu'ils étaient en pleine période de crise. Toute la direction de Marseille était montée. Enfin bon, bref. Et tout le staff était dijonnais, hein. C'était Stéphane Jobard, l'adjoint, qui était mon voisin pendant une quinzaine d'années. Rudy Garcia, que mon père connaissait très bien et que je connaissais très bien. Enfin bon, bref. C'était un bon petit moment. Après, j'ai fait 2 ans avec Yann Lachuer à Romorantin. Après, je suis rentré dans un beau projet au départ au Gazélec d'Ajaccio, qui malheureusement s'est terminé un peu rapidement puisque mon président a eu quelques problèmes de justice, malheureusement. Donc, fermeture du club. Mais ils sont revenus en National 3, ça y est, ils viennent de remonter. Voilà, ils ont enchaîné les montées, donc bravo à eux. Petit aparté. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir au MAS de Fès en première division chez les pros au Maroc. Un an, enfin un peu moins, 6 mois, une demi-saison. Après, j'ai enchaîné à Berkane un an, chez les pros toujours. Donc, troisième place en Botola, finale de la Coupe d'Afrique, donc l'équivalent de l'Europa League. À Zamalek en Égypte, devant 100 000 personnes, incroyable. Et après Berkane, je me suis orienté vers quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la Fédération royale marocaine de football. Donc là, je suis à charge des 16 ans et depuis peu les 18 ans. Euh, on voyage un peu sur les catégories parce que des fois, il y a des mouvements en fonction des compétitions, etc. Donc voilà, le dernier stage que j'ai fait, c'était avec les 18 ans à Marbella. Et je suis aussi sur un volet formation, les diplômes, former les jeunes préparateurs physiques dans le Maroc, etc. Construction du CAFA également, qui est dans les papiers, mais bon, pour l'instant,
c'est que des projets, c'est pas encore sorti de terre. Donc voilà, écoute, toutes les catégories, les filles et garçons, changement de pays, nouvelle culture. Voilà, un parcours un peu, un peu atypique, j'ai envie de te dire. Et Ouais, mais puis voilà. parcours très, très enrichissant, j'imagine. Mm. Ah, puis Mais attends, c'est vrai que j'ai oublié de te dire, mais euh, il y a quelque chose qui m'a fait grandir aussi, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Andrézieux, il y a une société qui s'appelle Click for Foot que tu dois connaître. de C'est nom rapide. une société de matériel qui fournit tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, Botola, pas Botola, enfin si, Botola aussi, rugby top 14, etc. Et en fait, ils sont basés à Andrézieux. Et c'était les premiers vendeurs du Sport Beeper de mon père, si tu veux. Donc, quand je suis arrivé à Andrézieux, j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont dit ah, c'était le fils de Georges, on connaît bien Georges. Enfin, bon, bref, voilà. Ils m'ont dit ah, le Beeper, il y a trop de gens qui nous en demandent, on ne sait pas où vous en êtes, si c'est arrêté, pas arrêté. Enfin, bon, bref. Mon père avait fermé la société, hein, bien sûr, depuis plusieurs années, puisqu'il était parti à la retraite. Et sur un coup de tête, j'ai recréé la société Sport Beeper à Andrézieux avec des associés incroyables. Euh, et du coup, ça fait maintenant 4 ans que je suis aussi créateur du Sport Beeper. Alors, bien sûr, mon père m'a donné un coup de main parce qu'il y avait énormément de choses à faire, nouvelles technologies, les écrans, couleurs, le digital, les ingénieurs informatiques, enfin bon, bref, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, si tu veux, en parallèle de tout ce parcours footballistique, j'ai pas mal progressé sur l'aspect création matérielle, tu vois, matériel un peu de préparation physique. Donc, ça permet de faire perdurer un peu le travail qu'avait fait mon père il y a de ça maintenant 40 ans. Hein. Et puis, comme ça, on aide les gens, on prend des stagiaires, on crée de l'emploi. Bon, voilà, c'est des projets de vie surtout, des projets humains, tu vois. Hmm. Voilà, pour faire de l'argent, on est surtout là pour. Voilà, la seule chose que j'espère, c'est que mon père, il soit fier que j'ai repris son petit bébé et que je l'ai remis à jour et puis que je l'ai refait encore connaître, tu vois, dans une quarantaine de pays, donc c'est cool, c'est sympa. Hmm. Il y a peut-être des Voilà, personnes qui voient pas trop ce que c'est les beepers. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu c'est un aux régal. personnes qui ne connaîtraient pas et voilà et à quoi et Ouais. les intérêts et les avantages de cet Je, outil? je l'ai là parce que j'ai des stagiaires qui, comme je t'ai dit, j'ai réunion dans une heure, j'ai des stagiaires qui sont en train de travailler sur les visuels. Donc, écoute, ni plus ni moins, c'est une machine, c'est un assistant électronique, hein, ça remplace le chrono et le sifflet. Ça te permet de paramétrer n'importe quel type de travail, que ce soit du travail spécifique avec ballon, enfin, pour les sports collectifs, que ce soit des circuits de renforcement, des tests aérobie, des tests aérobie et aussi anaérobie, pour n'importe quel type de sport. Donc, bon, je vous invite à aller sur le site internet sportbeeper.com ou sur nos réseaux sociaux qui sont en pleine reconstruction. Mais voilà, en gros, tu as une bibliothèque que tu peux, qui est déjà dans l'appareil, mais il est 100% paramétrable. Donc, tu peux créer tes propres tests, que ce soit des tests navettes, triangulaires, rectangulaires, sur piste, sur home trainer, sur ce que tu veux. Tu paramètres la machine comme tu l'entends et elle te fait tout. Elle te cadence tes allures de course. Si tu sélectionnes un intermittent de n'importe quel type, elle te calcule toutes les distances en rapport avec l'intermittent que tu as choisi. Non, non, on a fait un truc, on a fait un petit outil sympa. Voilà. Dans le but Ok. d'enlever un petit peu les contraintes de terrain, parce que quand tu as beaucoup de joueurs et que moi je le vois maintenant, ce qui fait la différence sur l'aspect développement des jeunes, c'est les corrections. Hein. Si tu n'es pas derrière tes joueurs à les corriger sur les placements, sur les éducatifs, que ce soit défendre, du renforcement, du gainage, il y a des choses qui sont catastrophiques, qui sont faites de manière catastrophique à l'heure actuelle. Si tu es derrière ton sifflet parce que tu dois gérer tes rotations, gérer tes temps de travail, malheureusement, c'est du temps que tu perds à corriger tes athlètes. Hein. Ça, ou tes élèves, hein, si tu es dans une logique éducative d'apprentissage. Un professeur de PS, là, on a fait une version bleue moins chère, moins coûteuse pour tout ce qui est associatif et pour les collèges, lycées en France. Les professeurs de PS, ils ont énormément de travail. Ils ne peuvent pas tout gérer tout seul. Hein. Quand tu as des classes de 30, 35, 40 élèves, c'est pas possible. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'était des choses pour aider les gens de terrain, tout simplement.
Mais Ok. c'est sympa, hein, ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, mais c'est des projets qui sont sympas à construire, hein, des projets sympas. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mm. Il y avait un premier thème que je voulais aborder avec toi. Ouais, Dans le métier de prépa physique, il faut être bon dans plein de domaines, hein. Je pense que les gens commencent un petit peu à connaître. Mais il y a notamment quelque chose où on se doit d'être bon pour la progression des joueurs. C'est suivre la progression des joueurs. Tu vois, ouais. pour les suivre, je pense, de différentes manières. Je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, il y en a plein. J'aimerais avoir un petit peu, toi, ta vision là-dessus sur le suivi des joueurs. Comment est-ce que toi tu mets en place je sais pas, des carnets d'entraînement? Est-ce que tu mets en place juste des tests? Est-ce que tu récupères toutes les données, toutes les charges à chaque entraînement? À quel point est-ce que tu vas te creuser la tête ou non pour le suivre? Parce Ouais. qu'on peut vite rentrer dans quelque chose de chronophage. Quelle est ta vision là-dessus? Peut-être un idéal que tu pourrais percevoir et peut-être le mettre en parallèle avec, on t'en a parlé juste avant, les contraintes de terrain. C'est pas évident non plus de tout suivre à la lettre, notamment en sport collectif. Donc Ouais. voilà, j'aimerais avoir un petit peu ta vision là-dessus. C'est une question assez large. Ouais, alors là, on pourrait passer du temps, hein. Ouais, on peut. Je vais essayer d'être ouais, je vais essayer d'être le plus simple possible, mais euh, bon, je vais pas te donner l'exemple de la Fédération royale marocaine parce qu'on a secret sur beaucoup de choses, mais pour te dire ta question, on se l'est posée en début d'année avec l'ensemble des préparateurs physiques et on avait tous des réponses différentes, bien évidemment, parce qu'on a tous les prépas ont leur vision et ont leurs arguments et ça se défend, etc. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais il y a des choses qui doivent être mises en place, pas pour être mises en place, mais pour qu'il y ait un réel intérêt derrière. Parce que faire des tests pour faire des tests, c'est usant, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'exigences. Et si c'est plus une contrainte qu'un outil ou quelque chose de pertinent pour la suite, ça ne sert à rien de faire des tests. Rien du tout. Donc, moi, le seul conseil que je donnerais, c'est quand on met en place des tests, c'est pour que ça nous serve derrière. Je te donne un exemple. Le test aérobie de début de saison, enfin de début de préparation athlétique en sport collectif, notamment au football, il est capital. Capital. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement en faire un, mais dans l'idéal, il faut vraiment défendre son envie, son souhait auprès du coach de faire un test de début de saison pour faire un état des lieux et pour mettre en place derrière du travail qui va dépendre du résultat du test. En sachant que si tu connais bien ton groupe, tu as des joueurs qui vont tricher ou pas, que tu verras, qu'il faudra sûrement monter de palier, etc., pour réguler l'intensité que tu souhaites. Bref, ça, c'est pour un test aérobie. Maintenant, pour des professionnels, hein, je parle. L'idéal en fin de saison, en fin de préparation, c'est de refaire un test, mais de par mon expérience, tu n'as jamais le temps, donc tu ne le fais pas, parce que les matchs de championnat arrivent vite, les matchs amicaux sont déjà en place, donc c'est très dur de savoir où on en est, entre guillemets, d'un point de vue test. Maintenant, avec tout l'intermittent, pour parler de l'intermittent, sur l'aspect aérobie que tu mets en place, tu vois vite si les joueurs ils sont dedans ou ils ne sont pas dedans. D'ailleurs, la plupart des GPS maintenant font du calcul de fréquence cardiaque. Donc, dans l'idéal, sur ton premier test, tu as mis les cardio ou tu as bien mis les gilets sur la peau, bien humidifié. Tu connais la pente, tu connais la relation FC vitesse de l'ensemble de tes joueurs. Donc, tu vois très facilement sur l'intermittent quand tu paramètres l'intensité, si c'est des tricheurs ou s'ils sont bien dans ce que tu veux. Bon, ça, c'est pour un test aérobie avec des professionnels. Tout ce qui va être test musculaire, ratio avant-arrière, droite-gauche, biodex, sidebex, isocinétique, tout ce que tu veux. Si tu l'as à portée de main, c'est bien que tout le monde le fasse. Maintenant, de mon expérience personnelle, il y a beaucoup d'études qui montrent que rééquilibrer, c'est bien, mais attention, on est des éternels déséquilibrés. Donc, des fois, un gros déséquilibre, il faut le rééquilibrer, bien sûr. Un petit déséquilibre, attention. Moi, personnellement, je préfère éviter d'y toucher. Mais c'est un avis, attention, personnel. Donc, ça, c'est sur l'aspect force. Si tu as des plateformes de force pour mesurer la détente, squat jump, CMJ, drop jump avec bras, sans bras, ce que tu veux. Maintenant, il y a Vald qui est leader mondial, hein, des plateformes de force et peut-être même du matériel d'évaluation, hein, de manière générale. Ils ont fait des plateformes de force d'une qualité, d'une rapidité, d'une efficacité qui sont
qui sont vraiment, ouais, ils sont vraiment à la pointe de la technologie, hein. Moi, pour te dire, 35 ou 40 joueurs, je les passe en même pas 20 minutes sur 4 tests différents. Ça va vite, c'est en autodétect. Donc, en fonction de la poussée des pieds, tu sais si c'est un squat jump, un CMJ, même avec bras ou un drop jump, il calcule tout. Donc, ça va super vite. Donc, ça, c'est pour l'aspect détente. Maintenant, si tu n'as pas de matériel, par exemple avec des jeunes, que tu veux voir si tu as un développement de tes jeunes, déjà, conseil. Si tu veux un vrai suivi longitudinal, tu mets des tests en place que tu peux mettre dans toutes les catégories. Moi, quand j'étais à Dijon, je faisais ma thèse, enfin pas ma thèse, mon mémoire, sur, si je me souviens bien, c'était quelque chose du style, est-ce que les appuis bondissants combinés à un travail de pliométrie et de coordination favorisent le développement moteur du jeune footballeur? En gros, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que moi, j'avais les 10, 11, 12, 13 ans. J'avais mis en place les tests de vitesse, très simple. T'as pas d'argent, MySprint, top application, dédicace à Monsieur Morin, qui est un très bon homme de terrain. Voilà. Donc, s'il m'écoute, bravo à lui. MySprint, top application. Ça coûte rien. C'est pratique. C'est fait pour les gens de terrain. Donc, tu n'as pas d'excuses. Tu peux faire les tests de vitesse sur tous tes gamins. Ensuite, moi, j'avais fait un test basique de foulée bondissante. Tu as tant de foulées bondissantes pour parcourir la plus grande distance. Donc, tu fais 3 appuis, 4 appuis, 5 appuis, ce que tu veux. Donc là, tu vas pouvoir mesurer, on va dire, l'explosivité du joueur si tu ne mets pas d'élan. Sur combien d'élan, après, c'est à toi de... Moi, un conseil, il faut faire ses propres tests et avoir son propre suivi. S'il y a des études qui sont faites dessus, tant mieux, mais c'est jamais évident, c'est jamais fait pareil, c'est jamais... Donc moi, je mettais avec élan, je mettais sans élan. Je faisais les tests de vitesse. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Et je faisais les tests de détente. Voilà. Donc, tu ajoutes à ça c'était pour mon mémoire, mais tu as la dominante explosivité, force musculaire, etc. sur les foulées bondissantes ou les foulées de poussée, tu vois. Tu l'as avec élan, sans élan, donc capacité à conserver ta vitesse, parce que ce n'est pas la même qualité que la force de démarrage. Donc, on va dire que tu as tes 2 types de force horizontale. Les tests de détente, tu as ta force verticale, la vitesse, et après, tu choisis un test aérobie que tu veux. Si tu as beaucoup de joueurs, le 45-15 sur l'aspect foot, c'est mieux. Sinon, tu fais le VAM-EVAL, c'est très bien. Test continu. Dans l'idéal, tu fais les deux, une VMA intermittente, une VMA continue. Et après, tu fais ça en fonction des catégories, sur ton suivi. De 12 à 15 ans, il faut faire 2 fois tous ces tests par an, dans l'idéal, avec mesure de la taille, mesure prise de poids, 1 fois par mois, pour suivre les pics de puberté, etc. Donc ça demande beaucoup de travail, hein. Mais c'est quand même super intéressant. Et après, plus tu vas monter dans les âges, plus c'est l'aspect force qui va être intéressant. Voilà. Parce que avec le pic de testo, avec la logique de progression des apprentissages sur l'aspect muscu, placement, etc., tu deviens de plus en plus sur soulever, entre guillemets, des charges. Et donc là, c'est peut-être plus intéressant de faire des tests du 1RM, du 3RM, du 6RM en salle pour mesurer l'aspect force, tu vois. Tout en ayant ce petit test aérobie. La vitesse, tu sais qu'elle va pas trop bouger, hein, à partir de 18 ans, même si tu tapes un peu dans la force, que tu les développes un peu musculairement, ça va pas bouger tant que ça, hein. Tu vas bouger de 1 dixième, 2 dixièmes. Et tu n'auras pas ce réel suivi intéressant chez les jeunes, tu vois. Des tout petits, hein, des 9 ans jusqu'au senior, tu vois. Je parlerai même pas de l'âge senior, je parlerai plutôt de après le pic de puberté, tu vois. Parce qu'une fois que tu as atteint ton pic de puberté, que tu es 18, 19 ou 60 ans, d'un point de vue athlétique, c'est pareil, tu vois. Donc Ok. voilà, donc les conseils, mettre un suivi, c'est très bien. Après, il faut que ça ait réel intérêt. Il faut avoir la capacité de supporter la charge de travail que ça implique, toute l'organisation que ça implique. Et une fois que tu as mis ton protocole en charge, faut s'y tenir, quoi. Parce que ça devient vite usant, ça devient vite
vite fatigant. Donc, il faut se concentrer sur des choses que tu maîtrises bien, qui sont faciles à installer, qui ne demandent pas beaucoup de matériel et que tu vas pouvoir facilement déplacer, facilement mettre en place, que les conditions météo soient cata ou pas, tu peux mettre en place facilement ton truc. Tu vois. Si ce n'est pas le cas, stop. Je te donne par exemple les exemples des tests de détente. Le squat jump, génial, mais dans la plupart des cas, il est mal fait. Donc, le fais pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est Et vrai, pourtant, c'est un test d'explosivité qui est génial. Hein. C'est un indicateur, c'est même maintenant, ils ont montré des études, hein, c'est même un indicateur d'état de forme en fonction de la force que tu développes sur la poussée. Ouais, c'est top, mais il faut que ce soit bien fait. Et avec les gamins, tu vas passer du temps avant que ce soit bien fait. Alors qu'un CMJ, bon voilà, un CMJ, un spectre de drop jump pour que tu choisisses la hauteur un peu optimale du gamin, etc., c'est relativement facile à mettre en place. Tu vois? Ok. Donc là, tu as parlé pas mal du suivi avec les tests, etc. Ouais, Si, admettons, tu as une période, on va parler pour des joueurs plutôt en développement, ouais. parce que je pense que dans un monde pro, tu as des matchs réguliers, c'est un peu différent, mais tu as des joueurs en développement. Tu mets en place ton protocole, tu as tel objectif, tu mets ton protocole, peu importe le protocole. Est-ce que tu vas faire un suivi de tes séances entre elles où tu vas récupérer un peu les charges, les séries, etc., que les joueurs ont fait, ou pas du tout? Ou est-ce que tu mettrais, toi, justement, d'autres choses en place pour avoir un regard extérieur et avoir une marque de ce que les joueurs ont produit pendant la séance, en fonction évidemment, ça peut varier en fonction de leur état de forme et d'autres paramètres. Tu sais, là, ça, c'est vraiment des questions de terrain parce que il y a tellement de paramètres, c'est tellement difficile, tellement difficile. Moi, je me rends compte, tu sais, on a tous dans notre tête un idéal à se dire, ouais, je peux faire ça, on va faire ça, on peut mettre ça. Moi, je vois avec la fréquence cardiaque, là, bon, je suis beaucoup en discussion avec mon père parce qu'il y a beaucoup de choses, je me pose beaucoup de questions sur la charge interne dont on parle peu et qui est un concept qui s'est perdu et que je voudrais reprendre. Il y aurait une super thèse à faire, mais je ne vais pas te mentir, je n'ai pas le courage. Je l'ai la thèse, j'ai la problématique, j'ai tout dans la tête. Je sais ce que je veux mettre en place, mais je n'ai pas le courage. Donc pour l'instant, je vais le garder pour moi. J'espère que je la ferai un jour. Mais euh, comment je vais t'expliquer ça? Déjà, je pense qu'il paraît pertinent quand même que si tu mets un cycle de développement en place, peu importe la taille du cycle, que ce soit des mésocycles, deux macrocycles, enfin bon bref, peu importe. Si tu mets en place un cycle de développement de la force, dans l'idéal, il faut faire un test de début, un test de fin. Pareil sur l'aérobie, pareil sur tout ça. Mhm. En sachant que, j'ai envie de te dire, je te donne un exemple. Tu fais un test aérobie, enfin, tu es dans un cycle de développement pour les 12-13 ans, âge d'or du développement du muscle cardiaque. Bon. Tu fais ton test de départ, tu fais tes 6 semaines, premier bloc, tous les mercredis, tu fais un bloc de 8 minutes, puis tu augmentes 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 14 minutes, 2 fois 9, enfin bref. Tu augmentes principe de progressivité, tu varies les intensités, un bloc, deux petits blocs, un grand bloc, deux petits blocs, enfin bon bref. Logique de progression. Tu fais ton test à la fin. Si tu le fais parce que tu as le temps, c'est bien. Tu peux voir qu'il y a eu du progrès, 1 km/h, un demi-kilomètre-heure, enfin bon bref. Mais si tu n'as pas le temps, c'est pas grave si derrière, tu n'es plus trop dans une logique de développement de l'aérobie. Parce que tu vas l'entretenir et quand tu vas faire un test 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, visiblement, tu l'auras ton progrès. Ou tu le verras, puisqu'entre-temps, tu auras travaillé et tu auras maintenu, entre guillemets, ta qualité physique. Donc, faire un test de départ, ça me paraît essentiel quand tu fais un cycle de développement. Après, le test de fin, si tu n'as pas le temps, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, du moment qu'à la fin, tu l'évalues. Parce que les tests, on est d'accord, un test, c'est vraiment une image à un instant T de l'individu, mais qui va être lié, oui, au cycle de développement que tu as mis en place, mais ça va être lié aux conditions dans lesquelles tu fais, l'état de forme du gamin, est-ce qu'ils reviennent de tournoi, combien de matchs ils ont joué, est-ce qu'il y en a eu qui ont beaucoup de temps de jeu, est-ce qu'il y a une répartition des temps de jeu, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a tellement de biais sur les tests qu'à un moment donné, il ne faut pas être esclave du test. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Si tu es vraiment
dans un centre de formation où c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh ben, fais comme ça, comme ça, comme ça. Pas de problème. Mais il y a des clubs qui vont dire, ouais, mais déjà, tu me fais faire un cycle de développement, tu me prends du temps sur mes séances, et on fait beaucoup de dissociés ou pas. Il faut faire un test de début, un test de fin pour toutes les catégories, et tu commences à, tu vois. Donc, faut trouver le bon milieu. C'est des stratégies de club, c'est des stratégies de. Ça dépend du niveau, du nombre de séances, de ta puissance humaine. Hein. Combien tu as de personnes pour t'aider? Est-ce qu'on peut t'aider, pas t'aider? Ça dépend de plein de choses. Si je suis en club amateur et que j'ai pas le temps ou je peux pas mettre de test, ben, tu fais différemment. Tu vois, les GPS, c'est génial, les GPS. Le GPS, ça te donne des valeurs d'un test. Je te donne un exemple. Tu termines un match, tu regardes l'accélération max, la décélération max, c'est un indicateur de la force du joueur. Donc, si au bout de 20 matchs, tu as vu qu'il développait plus de force sur une plus grande capacité d'accélération, tu sais que le mec, il a pris en force ou en vitesse. Mais en tout cas, il a forcément gagné en puissance. Force, vitesse, soit tu as tiré sur l'un, sur l'autre ou sur les deux. Tu vois. Donc, il y a tellement de paramètres, ça dépend de tellement de choses. Tellement de choses. Pour moi, c'est des stratégies de club. Voilà. Ok. Le club, est-ce qu'il va défendre le côté suivi du joueur ou pas? Est-ce qu'il va faire en sorte de garder ses joueurs? Parce que si les joueurs ils changent chaque année, bah, ta logique de développement bah, est morte. Je ne te cite pas de fédération. Mais moi, pour voir comment fonctionne une fédération, il y a tellement de joueurs qui passent. C'est tellement jamais les mêmes joueurs. Tu ne peux pas, en sélection, tu vas mettre peut-être un test ou deux si tu as le temps, ou pour préparer une compétition à la limite. Mais moi, depuis le début de l'année, j'ai dû voir 140 joueurs. 140 joueurs sur la même catégorie. Hein. Attention. Donc, tu ne peux pas développer. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et l'évaluation, elle se fait surtout d'un point de vue prioritaire au footballistique. Tu vois. Donc, je ne vais pas te mentir, on a mis des tests de détente, on a mis des tests de souplesse, on a mis. Voilà, il y a le DEXA pour tout ce qui est masse grasse et toutes ces choses-là qui donnent un indicateur aussi sur le gamin, sur le développement de gamin, enfin, bref, sur toutes ces choses-là. Mais si on passait notre temps qu'à tester, mais on perdrait notre temps. C'est quoi l'intérêt de tester un gamin que tu vas peut-être jamais revoir? Peu importe sa VMA, qu'il ait une VMA de 23,5, ce serait ce serait exceptionnel, mais il ferait mieux de partir à l'athlète avec une VMA aussi haute. Mais si tu as un gamin qui a une VMA déjà de 22 ou de 21,5, qui est déjà du très, 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 très haut niveau, mais que derrière, il ne s'est pas tapé dans la balle, tu ne vas pas le garder parce qu'il a obtenu un chiffre exceptionnel sur sa VMA, tu vois. Donc, c'est des stratégies. C'est des stratégies. Et à l'inverse, un garçon qui est souvent blessé ou qui se blesse souvent ou qui a souvent un IMG très élevé, qu'on dit attention, 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 et qu'au final, il ne progresse pas là-dessus, bah, évidemment, tu vas peut-être dire stop, tu vois. Donc, c'est des stratégies. Voilà. Mais si on part du principe que tu as des joueurs que tu gardes et que tu développes, etc., je parle pas des tests, je parle vraiment des séances entre elles. Est-ce que toi, tu trouverais pertinent de récolter leur performance de chaque séance pour comparer entre si tu fais, je sais pas moi, j'ai une connerie, tu fais 5 fois la même séance pour telle ou telle raison, on s'en fout. Est-ce que toi, tu trouves intéressant de comparer ces séances-là entre elles et du coup de récolter leurs données ou pour toi, ils font leur séance et la séance, elle est faite et voilà. Donc, si je ne me trompe pas, tu pars du principe que tu as des GPS? Non, je parle. Si tu fais une séance type Une séance de quoi? énergie. Moi dans ma tête, j'étais séance de physique, admettons développement de la force ou si tu fais de l'hypertrophie ou type de musculaire, mais je pense que ça peut marcher aussi sur de l'énergétique avec les GPS. Alors, Du coup, on rentre dans deux trucs différents. Mais si on prend, tu as une séance en salle et tu bosses avec de la charge. déjà, moi, là, dans un premier temps, je noterai tout. Je noterai tout avec tout le monde. C'est-à-dire, logique de progression. Tu ne connais pas le niveau de tes joueurs, donc le 1 RM, tu oublies, le 3 RM, c'est même limite. OK? Charge basse,
maximum de répétitions sur charge légère. Déjà, ça, c'est un test. Et une séance de travail. Déjà, mouvement complet au développé couché, allure libre, on n'est pas comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu régules les tempos, maximum de répétitions. Tu notes tout le monde. Déjà, rien que là-dessus. Tu fais ton test comme ça, tu fais tes 5 séances avec une logique de progression, et à la fin, tu refais ton test, puis tu vois s'ils ont progressé. Si jamais tu as le temps de faire du 6-6 ou du 10-10, ou vraiment tu fais des mouvements maximum de pompe, maximum de traction, développé couché, tirage d'eau, peu importe la machine, c'est très facile de construire et un test et une logique d'apprentissage et de suivi. C'est très, très facile. Sur l'aspect muscu, hein. Les joueurs, ils se mettent par deux, tu les mets par gabarit, les costauds entre eux, les petits entre eux. Tu leur donnes une feuille, un papier. À chaque exercice, ils notent le nombre de répétitions qu'ils ont fait, complète. Déjà, ça, c'est tout bête, mais déjà, ta première séance, elle est toute construite. Vous passez sur chacune des machines. Alors, bien sûr, hein, l'ordre des machines va influencer forcément, au bout d'un moment, le résultat qu'il obtient. Hein. On est d'accord. Si le mec, il commence par un maximum de pompes et qu'après, il fait les tractions et l'autre l'inverse, puis c'est bien que ça va biaiser tes résultats d'après. Hein. Mais quoi qu'il arrive, tu peux au moins avoir une vision globale du niveau de ton joueur, s'il est fort ou s'il n'est pas fort. C'est très facile de classer les joueurs. Hein. Capable, quelqu'un qui va te faire 20 pompes et qui va te faire 10 tractions, tu sais que globalement, en fonction de son âge, c'est quelqu'un d'assez fort. Tu vas pouvoir les classer très vite. Le mec, s'il fait 10 tractions, tu peux être sûr, s'il fait 10 tractions, tu peux être sûr qu'il va faire 30 ou 40 pompes. Obligé. Obligé, ma main coupée. Par contre, tu en as peut-être qui vont te faire 5-6 pompes et qui ne vont pas pouvoir se soulever sous une barre de traction. Mais en gros, catégoriser rapidement tes joueurs par niveau, ça va assez vite, c'est assez facile. Hein. Donc, une fois que tu as fait ça, eh ben, séance par séance, tu calibres des choses comme tu peux. Si tu n'as pas le temps de tester, tu calibres à peu près niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Tu leur donnes une feuille, un papier. C'était dur, trop dur, pas assez dur. Tu aurais pu en faire en plus ou en moins. Tu regardes, tu notes, tu dis OK, lui, il était facile, lui, il aurait pu faire mieux, lui, c'était trop dur. Tu régules et d'une séance à l'autre, tu vas taper dans le bon. Hein. Et à la fin, tu auras développé. Hein. Ça, c'est facile en musculation. Très, très facile. En pliométrie, c'est un peu plus dur déjà. Nombre de bondissements, taille des bondissements, hauteur des obstacles. C'est plus dur. Hein. Après, sur des suivis GPS, c'est très facile. Hein. Très, très facile. Ok. Mais Toujours. Vas-y, finis. Mais encore une fois, il y a beaucoup de biais. Même sur les GPS, il y a énormément de biais. Tu peux avoir des situations référentes, telle taille de terrain, tant de joueurs au mètre carré. Il y a plein d'études qui ont été faites, qui sont intéressantes. Attention, si vous voulez être dans telle filière, il faut faire ça, telle filière, il faut faire ça. Oui, oui, oui. Mais ça dépend quand même du niveau de tes joueurs et du contenu et de l'intensité qu'ils mettent. S'ils ne mettent pas d'intensité, tu peux mettre la distance que tu veux, tu ne seras pas dedans. Voilà. Okay. Mais ça t'amène plein de choses. Ça t'amène quand même des indicateurs sur plein de choses. Plein de choses. Si on continue un peu sur le suivi des joueurs, mais plus, t'en parlais tout à l'heure, sur la charge interne, sur l'état de forme du joueur, etc. On sait qu'il y a plein de trucs qui se mettent en place, tu as des questionnaires, des trucs, des machins. Est-ce que toi, tu pourrais partager, alors je ne sais pas si tu peux partager ou pas cette expérience, mais comment toi, tu travailles avec tes joueurs actuellement? Alors, si tu mets des questionnaires en place ou même si tu as des pistes de réflexion à mettre en avant. Regarde, je vais te donner des exemples concrets. À Dijon, on avait fait la RPE, mais en saisie manuelle. C'était une usine à gaz. On a arrêté. Ensuite. Excuse-moi, je te coupe. RPE après chaque séance ou sur des blocs d'exercices? Après chaque séance. Okay. Ouais. Sauf que c'est très limitant parce qu'au final, le joueur, il retient que le dernier exercice qu'il a fait, il ne retient pas ce qui s'est fait avant. Il y en a qui confondent l'intensité, la pénibilité de l'effort et la frustration, on va dire, mentale, si ça a été un jeu, une défaite, un machin. Donc, bon, bref. Donc, beaucoup de biais là-dessus. Donc, on n'a pas fait. Ensuite, j'ai eu beaucoup de discussions avec Jean-Christophe Fourcade, Soccer BI,
Je ne sais pas si tu connais. Non. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la région bordelaise, c'est un homme de terrain qui a construit Soccer BI, qui est une plateforme de gestion de la charge. Voilà, ni plus ni moins. Tu paramètres tes exercices, le joueur il va pouvoir remplir sa RPE pour chacun des exercices que tu as paramétrés. Ça gère les données des GPS, ça te filtre tout, ça te trie tout, ça te calcule la monotonie, bref, les charges chroniques, charges aiguës, etc. C'est un logiciel qui coûte pas cher du tout. Je vais faire la pub de Jean-Christophe parce que franchement, je ne vais pas te mentir, il a beaucoup bossé et franchement, ce qu'il a fait, c'est top. Donc, je vous invite aussi à regarder Soccer BI. Moi, je l'utilisais partout où je suis passé. Pour te dire, à l'époque, ça coûtait, je crois, peut-être 350 euros l'année, pour gérer une équipe de 35 joueurs. Donc, en fait, c'était très simple. J'avais renseigné tous mes joueurs et je l'ai utilisé à Andrézieux, à Romorantin, au Gazélec d'Ajaccio. Tu vois, donc pendant 5 ans. C'est-à-dire que ça marchait tellement bien que. Et je l'utilisais même avec les GPS quand j'étais à Romorantin avec Phil Louise. Donc, j'importais les données GPS dans Soccer BI. Bref. Là, si tu veux, ce qui était bien, c'est que quand tu paramétrais tes séances, par exemple, demain matin, séance à 10h, échauffement tant de temps, tel exercice tant de temps, bref, tu paramétrais ta charge externe. Le joueur, quand il se réveillait le matin, il recevait sur son application Soccer BI un questionnaire Hooper. Donc, le questionnaire Hooper, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as déjeuné ou pas? Enfin bref, tu mets les questions que tu veux dans les questionnaires Hooper. Des fois, il y a 3 questions, 10 questions, bref. Donc voilà, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as mal quelque part, etc. Moi, quand j'arrive au bureau à 8h ou 8h30 du matin, il y avait séance à 10h, tout le monde arrivait au vestiaire à 9h. À 9h, j'avais sur ma page principale tous mes indicateurs de forme. Des joueurs en vert, des joueurs en jaune et une alerte si jamais il y a un joueur qui se levait en disant « j'ai vomi, je suis malade, j'ai mal à l'ischio, j'ai mal ci, j'ai mal ça ». Tu avais une alerte sur l'endroit où il avait mal et toi, ça te permettait tout de suite soit d'informer le médical, même si lui, le médical était informé via la plateforme, il recevait une notification sur son téléphone. Mais si tu n'as pas de médical, ça te permet, toi, au moment où le joueur il arrive ou alors tu l'appelles, tu lui dis « écoute, j'ai vu que… » Qu'est-ce que ça en est? Est-ce que tu as besoin de voir machin? Est-ce que tu as besoin de voir le doc? Est-ce que tu penses pouvoir t'entraîner, etc. Donc déjà, ça te permet d'avoir une première prise de contact sur le joueur qui a dit que ça allait pas. Donc, questionnaire Hooper d'avant de séance, je trouve ça top à mettre en place si tu as le temps. Et si tu as des joueurs qui adhèrent. Si tu as des joueurs qui n'ont strictement rien à faire, ça ne sert à rien de le mettre en place. Mais pour qu'ils y adhèrent, il faut juste leur expliquer. Il faut faire une réunion de début de saison et leur comprendre que c'est dans leur intérêt, pas dans le tien. Toi, ça te fait du travail en plus. Eux, ils pensent que c'est contraignant, mais c'est surtout important pour l'individu et pour l'équipe. Bref. Donc ça, c'est pour le Hooper. Une fois que tu as fait ta séance, le joueur il termine sa séance, il reçoit un autre questionnaire RPE sur sa séance. Sur l'échauffement, tu mets combien? Sur ça, tu mets combien? Sur ça, tu mets combien? Donc, il met ses notes, 3, 4, 6, 7. Voilà. Et à la fin, sur ta semaine, tu as le ressenti du joueur sur l'ensemble de sa semaine. Et ça, pour le suivi, c'est hyper intéressant. Les joueurs, maintenant, ils sont tout le temps sur le téléphone. Ça prend 2 secondes de remplir un Hooper, 2 secondes de remplir une RPE. Nous, les joueurs, quand ils sont en stage, il n'y en a pas un seul qui oublie. Et pourtant, c'est pas. Voilà. Il se réveille le matin, il arrive au petit-déj, il sait qu'il doit remplir sa RPE, son Hooper, et à la fin de la séance, il remplit sa RPE. Et c'est réglé. Donc, ça, c'est des questionnaires qui sont faciles à mettre en place. Après, c'est à toi, en tant que préparateur physique, à avoir les bons arguments auprès du staff, auprès du club, pour dire, et auprès des joueurs, bien sûr. Voilà, si on fait ça, c'est dans ce but-là, pour éviter ça, et c'est dans votre intérêt. Si tu leur expliques correctement les choses, normalement, ça passe tout seul. Tu vois? Ouais, c'est intéressant, mais c'est cool que tu mettes en avant aussi qu'il faut que les joueurs ils y adhèrent. Parce que bon, moi, je suis un peu la même chose avec les joueurs que j'ai. C'est une autre appli, c'est MyCoach que tu dois connaître aussi. Ouais. Alors, je le mets pas le matin même, mais ils ont après chaque entraînement, tu vois, ils ont un questionnaire à remplir. Et c'est vrai que des fois, j'en ai toujours un ou deux, tu vois, qui oublient de le remplir. Et t'en as, ils comprennent pourquoi, et t'en as, je pense qu'ils s'en foutent un peu, tu vois.
Mais bon, tu sais Ouais. de leur dire l'intérêt et tout. Et c'est vrai que nous, ça nous rajoute une charge de travail, mais c'est dans leur intérêt. Donc, c'est vrai que ils backent le truc, ils te mettent des valeurs au hasard, finalement, ça a pas d'intérêt derrière, quoi. Ouais. Et après, c'est là où moi je sais que l'intelligence artificielle ne remplacera, mais alors jamais, jamais, jamais l'aspect humain. C'est qu'à un moment donné, nous, on voit des choses et on ressent des choses que l'intelligence artificielle ne sera jamais capable d'analyser. Des joueurs qui sont fatigués, qui te remplissent une ERPE ou un Hooper, euh, je suis pas fatigué, etc. Mais tu le vois. Tu le vois sur le terrain, tu le vois, tu le vois sur les traits du visage, tu le vois sur la manière de souffler, tu le vois sur plein de choses, plein de choses. Et à un moment donné, c'est là où, comme je te dis, moi je sais que le préparateur physique ou le coach ou même un médecin, hein, regarde, je te donne des exemples concrets. Je ne suis pas médecin, chacun à sa place. Voilà. Tu peux faire tous les examens que tu veux, une écho, une radio, un IRM, ça va te donner des images. Eh ben, je peux te garantir que les images, elles seront moins pertinentes qu'un vrai bon test clinique d'un médecin. Il y a tellement de cicatrices, il y a tellement d'images qui sont un peu bâtardes, il y a tellement de diagnostics qui sont faux, qui sont mal faits, que des fois, moi, de par toutes les discussions, les échanges hyper enrichissants que j'ai eus avec de nombreux médecins, à un moment donné, c'est l'aspect clinique le plus important. Le médecin, il va te dire, écoute, je l'ai testé comme ça, comme ça, comme ça, c'est impossible qu'il soit pété. Et pourtant, l'image va te dire, ah, là, il y a une tache, c'est un peu homogène, c'est un peu blanc, c'est pas tout à fait. Écoute. Donc, tu vois, il faut être vigilant quand même, dans plein d'aspects. Et sur l'aspect questionnaire ou peur RPE, quand le joueur, il se connaît vraiment et que tu as un vrai suivi, comme on disait, longitudinal, avec une vraie frise sur plusieurs mois, plusieurs semaines, un nombre nombreux d'entraînements, tu vas savoir si le joueur il s'évalue bien, il jauge bien ou pas. Tu vois? Et plus tu vas avoir de données d'avant, moins tu vas te tromper. Moins tu vas te tromper. Mais il faut être vigilant parce que le joueur, il peut tous les jours mettre 1, et puis au final, tu sais qu'il est blessé et qu'il te dit ça pour jouer le week-end ou pour être qualifié ou pour montrer qu'il est. Mais toi, tu le vois. Toi, tu le vois. Mhm. Ouais, Mais, ouais, c'est mais, vrai. mais attention, hein, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de biais dans beaucoup de choses qu'on fait pas d'études. Hein. Il y a énormément d'études qui ont des biais hein, et qui sont pas, je vais pas Ouais, dire tout pas le temps. pertinentes parce qu'elles le sont. Mais si tu te dis, il faut que l'étude elle ait pas de biais pour que je sois sûr que je fais bien le truc, bah gros, mais tu vas jamais mettre en place quelque chose parce que des biais, il y en a tout le temps partout. Donc, Ouais. voilà, mais c'est la RPE, moi j'étais pas fan quand j'étais à Dijon en tant que joueur, mais au final, je me rends compte que c'est quand même important d'avoir le ressenti du joueur, tu vois. Ouais, puis après, Et, à et nous de bien l'interpréter, de garder ouais, l'aspect et, communication. et avant toute chose, de bien expliquer Mhm. à quoi ça sert, pourquoi, qu'est-ce que un, qu'est-ce que 2, qu'est-ce que 3, qu'est-ce que tu as, tu vois. Tu as des joueurs, la pénibilité de l'effort, elle ne va pas être évaluée de la même façon. Il y a des joueurs qui savent ce que c'est que la souffrance et la douleur et qui vont te dire, ouais, cet exercice-là, c'était 4, alors que toi, tu avais paramétré 8. Et il y en a d'autres, tu vas paramétrer 6 et ils vont trouver que c'était tellement dur qu'ils vont te mettre 9. Et il y a un décalage. Et c'est d'ailleurs ça que Jean-Christophe Fourcade avait plutôt bien analysé, c'est que lui, il avait mis en place des logarithmes pour dire, écoute, quand le joueur il met tout le temps beaucoup plus haut que la moyenne du groupe, eh ben, on va refaire des calculs d'algorithme pour montrer que ce joueur-là, il surévalue la pénibilité de l'effort, donc on va le ramener au plus proche de la moyenne, et à l'inverse, le joueur qui sous-évalue la pénibilité de l'effort, on va le rehausser, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, ouais. mais bon, après, je sais pas comment il fait pour calculer tout ça, JC, mais
Mais voilà. Mais en tout cas, c'est bon, c'est facile à mettre en place, ça ne demande pas grand-chose. Maintenant, j'ai un ami à moi avec qui je travaille à la Fédération grecque de l'Omel, il fait beaucoup de, comment on appelle ça? Pas des Google Sheets, mais il fait beaucoup de questionnaires sur Internet avec Google, hein, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et c'est Oui, ça gratuit, marche. ça prend 2 secondes, tu as des applications qui peuvent faire office de transfert direct du questionnaire. Enfin, c'est hyper facile maintenant avec la technologie. Ouais. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un bon tour sur le suivi des joueurs, un peu de charge externe, charge interne, on est pas mal. Il y a un Ouais. deuxième thème que je voulais aborder avec toi, auquel tu es confronté, et d'autres prépas aussi, je pense. C'est les périodes de Ramadan où les joueurs, on connaît tous ce que c'est un Ramadan, je vais pas expliquer. Comment toi, tu t'adaptes en tant que préparateur physique pour optimiser des séances, s'il y a 2 entraînements dans la journée, pour qu'ils s'enchaînent correctement, prendre en compte la fatigue des joueurs, la faim, la soif, etc. Euh, Alors, par quoi je vais commencer? Déjà, j'avais participé à une table ronde à l'époque avec la 3F, où justement on avait parlé avant qu'il y ait eu toutes ces polémiques où la 3F a interdit le ramadan, etc., etc. Enfin bon, on va pas revenir dessus. Chacun a son avis sur la chose. J'ai le mien, je préfère le garder pour moi. Sinon, je vais me mettre des gens à dos. Euh, Écoute, moi, le ramadan, je suis arrivé au Maroc il y a 2 ans maintenant. J'ai été joueur à Dijon. J'avais beaucoup de joueurs avec qui je jouais qui faisaient le ramadan. Que ce soit Youssef Oulari, Bourrabia, etc. Enfin bref, des joueurs qui ont quand même joué en Serie A hein, pour le Midi Bourrabia. Quand j'étais joueur, je voyais pas trop l'intérêt parce que j'avais une culture athée. Je voyais pas trop l'utilité. Enfin bon, bref, chacun a ses croyances, etc. Donc, si tu veux, j'étais pas fermé, pas ouvert, mais bon, je me suis dit, bon, bah, le ramadan, écoute, chacun est libre de faire comme il l'entend. Quand je suis arrivé au Maroc, au MAS notamment, j'avais un entraîneur qui était marocain, que mon père avait eu au Qatar, qui s'appelait Aziz Benaskar, qui passe le BEPF d'ailleurs en ce moment, donc j'espère qu'il l'aura. Bref, petite dédicace. On a énormément parlé d'islam et on a énormément parlé de ramadan, puisque j'ai vécu mon premier ramadan quand j'étais au MAS. Il m'a dit, écoute, un conseil, pour te rendre compte des choses, fais-le. Donc, j'ai fait le ramadan au MAS. Donc là, cette année, j'ai fait mon 3e ramadan. Donc, premier conseil, pour tout préparateur physique, avant de dire quoi que ce soit sur un test, sur un type de travail athlétique, sur différentes planifications, sur ce que tu veux, avant de donner ton avis, un conseil, fais-le. Avant de dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, fais-le. Le jeûne, c'est de la merde, c'est pas ci, c'est pas ça. Écoute, fais le jeûne. Et je parle d'un jeûne, attention, hein, un jeûne, je parle même pas du ramadan. Avant de donner son avis, il faut faire les choses comme les bains froids, les bains chauds, etc. Pour avoir eu un débat avec un ami il n'y a pas très longtemps, il m'a dit ouais, mais c'est ça, c'est ça. Je dis attends, dis pas c'est ça, parce que tu l'as lu dans une étude avec je ne sais combien de biais, encore une fois. Fais-le. Donc, revenons au ramadan. Petit conseil, même pour toi, pour ton expérience à toi, je te donne le conseil de faire le ramadan. Je ne te parle pas de faire les salats et les prières, mais de comprendre comment le corps y réagit à une absence d'eau et de nourriture pendant plus de 16 heures. Donc, moi, je l'ai fait au MAS, et en plus, je m'entraînais tous les jours. Je faisais 1 heure de séance par jour, parce que je me suis dit, OK, faire le ramadan, ça passe, c'est dur, mais ça passe. Mais s'entraîner en faisant le ramadan, est-ce que ça passe ou pas? Parce que les joueurs, ils s'entraînent. Donc, il faut comprendre aussi. Eh bien, figure-toi que moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Pas trouvé ça difficile. Par contre, pour les gens qui se lèvent à 5 heures ou 6 heures du matin en fonction de la ville où tu es, sur quel fuseau horaire tu es, etc., parce que les heures ne sont pas les mêmes, il y en a pour qui c'est très dur. Mais c'est très dur parce qu'il faut se lever à 5 heures du matin pour faire la prière, pour faire la salade. Donc, ce qui est dur, c'est le sommeil. Donc, sur l'aspect performance physique, je n'ai vu aucun impact du ramadan sur toutes les équipes que j'ai eues durant cette période.
Aucun. Il y a des joueurs qui peuvent, de manière générale, être très excités, être très énervés, mal gérer les scénarios de match, s'agacer avec l'arbitre. En période de Ramadan, tout le comportement il change. Le joueur il se ressent sur lui, il se ressent sur Dieu, sur la religion, il est plus apaisé, il est plus calme. Donc et c'est pour ça que Karim Benzema en parle très bien, hein. Le Ramadan a un effet, qu'on le veuille ou non, très positif sur les performances athlétiques. Par contre, ça ne veut pas dire que le Ramadan, ça n'a pas un impact négatif sur d'autres choses. Le risque de blessure, il est plus élevé parce que tu as une dette de sommeil qui est beaucoup plus importante. Et tu as une perte hydrique ou un entraînement qui se fait avec très peu de réserve hydrique. Donc, il y a 2 personnes qui ont fait des super études à Spire qui s'appellent Chalabi et Chamari, dont un qui a travaillé avec mon papa au PSG. Je me trompe tout le temps, je ne sais plus lequel est médecin et lequel est préparateur physique. Je crois que c'est Chalabi le médecin et Chamari le préparateur physique. Donc Chalabi, il était au PSG avec mon père, si je ne me trompe pas. Super médecin, hein. Donc ils ont fait une grosse étude sur l'impact du Ramadan sur, je crois 800 joueurs de football, hein, ou 800 athlètes, je ne sais plus. Et ils ont calculé toutes les performances. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il n'y avait aucune différence sur les performances. Par contre, risque de blessure plus élevé parce que dette de sommeil. Le facteur clé du Ramadan, c'est la gestion du sommeil. Il faut dormir un maximum et faire des siestes le plus longtemps possible. Donc j'invite tous ceux qui ont des questions sur le Ramadan à aller sur le site Aspire. Ils tapent Ramadan, études. Il y a je ne sais combien de pages, il y a plein de solutions, quoi faire, comment le faire, à quel moment, pourquoi, l'impact que ça a, les carences que ça peut avoir, comment on contre ces carences, etc. C'est hyper riche. Donc moi, de ce que j'avais sorti de tout ça, quand est-ce qu'on peut s'entraîner? Alors, quand on veut. Par contre, il y a des périodes qui sont plus favorables à d'autres. Si tu t'entraînes tôt le matin après la première salade de 5 heures du matin, très dur de tenir toute la journée. Donc, moi, je ne conseillerais pas de s'entraîner le matin. Début d'après-midi, il fait trop chaud, t'oublies. C'est là où tu commences à être dans le dur. Si tu romps le jeûne à 18 heures, tu peux faire une séance en salle à 16h30, 17h, une séance pas très longue, 45 minutes, 1 heure, du renfort, du gainage, un peu de cardio, intensité faible, mais tu peux travailler musculairement. Pour la simple et bonne raison que quand on est à jeun sur une période dans la journée aussi longue, il y a une potentialisation de la testo. Ouais, je crois que c'est ça. Ça joue sur les hormones, donc c'est une période favorable au travail musculaire avant la rupture du jeûne. Donc ça, tu peux dans ta semaine organiser 2, 3 ou 4 séances post-rupture de jeûne, pas très longue, pas une grosse intensité, mais où tu travailles le renforcement, le gainage et pourquoi pas un peu le cardio. Tu rends ton jeûne à 18h, 18h30, 19h, peu importe. Tu attends 3 heures ta digestion parce que là, les personnes vont beaucoup manger, beaucoup boire. Enfin voilà. L'estomac, le corps, ils parlent, donc ils essayent de régler, ils essayent d'écouter leur corps, donc ils boivent beaucoup, ils mangent beaucoup. Il faut au moins attendre 3 heures. Si tu peux t'entraîner à 22 heures parce que tu as des factures d'électricité, tu ne les payes pas et que ton club te dit non, non, c'est bon, 22 heures, tu peux t'entraîner, entraîne-toi à 22 heures. 22 heures, 22h30. Les joueurs, ils s'entraînent normalement. Un peu plus de coupure pendant la séance pour qu'il y ait un peu plus d'hydratation. Petite hydratation, mais beaucoup plus régulière. Par contre, l'intensité, il ne faut pas qu'elle change. Parce que les matchs, l'intensité ne change pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une période où il y a moins de sommeil et qui est un peu plus délicate qu'il faut baisser l'intensité. Surtout pas. On baisse un peu le volume s'il faut, on augmente les récupérations pour qu'il y ait un maximum d'hydratation. Donc tu t'entraînes, puis après tu termines à 23h30, minuit les soins, et ensuite tu peux remanger. Soit tu remanges à minuit, soit tu remanges et à minuit et à 4h30 du matin, avant le lever du soleil. Tu fais un peu comme tu veux. Voilà.
Et qu'est-ce que j'allais te dire? Indicateurs, tests importants. Tu peux les peser tous les jours avant l'entraînement et tous les jours après l'entraînement pour dire, écoute, perte hydrique, 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres. Voilà ce qu'il faut que tu boives avant le lendemain matin. Tu vois? Pour éviter tout ça. Ok. Mais en tout cas, moi, le ramadan, je le fais chaque année. Hein. Chaque année. Ça me fait du bien, ça me réduit un peu l'estomac, ça me fait un peu moins manger. Voilà. Bon, je me lève pas à 5 heures du matin pour faire les salades, donc c'est plus facile pour moi au niveau du sommeil. Mais en tout cas, moi, ne pas boire, ne pas manger, ça passe. Hein. Et puis je m'entraîne. Hein. Je vais courir 1 heure, je fais 10 bornes. Enfin, voilà, il n'y a pas de, y a pas de problème. Hein. Pas de Ok, problème. mais c'est là, je pense que t'as fait un bon tour avec pas mal de conseils pertinents. Moi, j'avoue, je connais pas trop ce domaine-là. J'y ai pas été encore Mais confronté, fais-le, mais fais-le. ouais, ouais, L'année faudrait. prochaine, fais-le, hein, ça va tomber. En plus, là, c'est des périodes qui sont faciles. Il fait pas trop chaud, ça tombe pas en juillet, août. Voilà, hein, tu recules de 15 jours chaque année. Là, c'était au mois de février, donc voilà, ça va être facile. Hein. Ouais, ouais, je pense. De toute façon, je pense que c'est comme dans l'entraînement, tu vois, tes prépa physique, bah, tu dis à tes joueurs de faire ça, teste-le avant sur toi. Je pense que c'est la même logique. Mais regarde, je te donne un exemple. Les fentes, les fentes avant. Je- Il y a un préparateur physique, bon, ça remonte, hein. Je crois que c'était à Berkane. J'ai un prépa qui me dit, ah, attends, j'ai fait séance avec le U14, j'ai fait 30 fentes avant. Ah, le lendemain, ils avaient tous mal aux ischios. Eh ben oui, déjà, est-ce que toi, tu as déjà fait 30 fentes, droite et gauche, d'affilée, pour voir l'impact que ça a sur les ischios ou les fessiers le lendemain? Et j'ai dit, vas-y, fais-le, et demain, je te demanderai si tu as des courbatures. Il y a des exercices, ça paraît tellement simple, ça paraît tellement évident que les gens ils disent, ouais, mais attends, mais c'est rien. Hé, Coco, fais-le, fais-le. Tu te mets sur la machine à ischio, tu ramènes 2 jambes, tu descends une jambe, tu mets 20 kilos, et je t'annonce que le lendemain, ton ischio, il est en lambeaux, en Mm. lambeaux. Fais des soulevés de terre à 80-90 kilos, fais du 8 reps, le lendemain, tu ne peux pas t'asseoir sur les toilettes. Mais ça, il faut le faire, il faut le vivre. Si tu ne le vis pas, ou que tu n'as pas l'habitude, bah, sois pas surpris de l'impact que ça va avoir derrière. Hein. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Et sur l'intermittent, c'est pareil. J'entends beaucoup de bêtises, parce que maintenant, comme je te disais, je forme pas mal au Maroc. L'intermittent, on pense que c'est facile. L'impact physiologique de tous les types d'intermittents, en fonction de la forme de l'intermittent, en fonction du niveau des athlètes, eh ben, attention. Il ne faut pas croire que c'est facile, que c'est 100% aérobie, que si, que ça. Non, non, non. Faut le faire. Faut le faire. Et là, tu vois, moi-même, semaine prochaine, parce que j'ai eu un débat avec mon père là-dessus. Semaine prochaine, je mets un cardio, je mets une polar au poignet, je mets un GPS et je me fais le 45-15, le 30-15 de Buchette et le Vaméval. Et je regarde ma fréquence cardiaque. Et je veux voir l'impact que ça a sur le plan physiologique, les 3 tests différents. Je sais où je vais me situer, je sais ce que ça va me faire, mais je veux quand même voir les courbes. Parce que penser que si, que ça, que machin, ok, mais il faut le faire. Donc tu vois, là, je vais le faire. Voilà. Parce que le 30-15 de Martin, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc je ne me souviens plus de l'impact musculaire. Il faudrait même que je fasse les yo-yo tests de Banksbo. Il faudrait que je le fasse aussi. Mais là, je vais commencer par ces 3-là. Parce qu'on les utilise beaucoup ici. Donc, je vais commencer par ceux-là. Ouais, bah, c'est là où la petite citation de Aurélien, là, je l'ai plus, j'ai plus les termes exacts, mais un entraîneur qui s'entraîne pas est un imposteur, ou c'est cette Ouais, phrase. ouais, Il ouais. y en a qui la critiquent, moi personnellement, je la trouve correcte. Tu vois. Pour moi, c'est Complètement. logique. Je dis pas qu'il faut être le champion, tu vois, champion course à pied en muscu partout, mais au moins avoir testé, avoir un petit peu expérimenté sur soi avant de dire fais ci, fais ça. Il faut se rendre compte des choses. Ouais, ou bien comprendre les choses. Bien comprendre les choses. Parce qu'à un moment donné, euh, pour comprendre les choses, il faut les vivre.
Donc, pour pouvoir les vivre, il faut les faire, donc il faut s'entraîner, entre guillemets. Je ne peux pas concevoir, parce que Aurel, c'est un super pote à moi et je l'adore. Et tiens, je lui fais un gros clin d'œil et une grosse dédicace. À un moment donné, je ne peux pas comprendre comment un préparateur physique peut faire des éducatifs d'haltérophilie s'il n'a jamais fait d'haltérophilie. Oui, moi, C'est je suis cet tellement avis. technique. Les différents tirages, les placements, comment serrer les abdos, les omoplates, et ça, le bassin, rétroversion, antéversion, les appuis, comment. Eh, il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Philippe Gandré, j'ai fait, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais plus, de javelot. J'ai eu Philippe Gandré en haltérophilie, mais avant de maîtriser, je le maîtrise toujours pas, arraché complet, j'en ai fait une quantité folle. Mais demain, tu me mets avec un haltérophile en compétition, mais on va me prendre pour un plus qu'un débutant, hein. Et pourtant, j'en ai beaucoup fait. Mais le préparateur physique qui arrive comme ça de nulle part et qui va dire ouais, non, l'arraché, il n'est pas bon et tout, si tu n'as pas pratiqué, que tu n'as pas vécu, c'est mort. Par contre, il y a des choses, c'est pas parce que tu ne les as jamais faites que tu n'es pas capable d'avoir la réflexion de te dire bon, là, il est mal placé. Oui, bien sûr. Will Steele, l'entraîneur il est où maintenant? Il est à Lens. Écoute, il n'a jamais été footballeur de haut niveau. Ça n'empêche pas d'être un grand coach. Et parce qu'il a compris la logique technico-tactique, les systèmes de jeu, comment manager un groupe, comment. Tu vois, ça, c'est pas gênant. Mais quand tu rentres dans le côté spécifique de quelque chose qui est très complexe, ben, t'as intérêt à être solide, hein. T'as intérêt à être solide, hein. Pour comprendre la physiologie de l'effort, hein, il ne suffit pas de lire des livres, hein. Il faut aller plus loin que ça, hein. Beaucoup plus loin, hein. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Avant de conclure, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de mettre en avant ou de discuter ou de mettre, je sais pas, amener une piste de réflexion pour les personnes qui nous écoutent, je sais pas. Euh, alors déjà, je dirais à tous les préparateurs physiques qui nous écoutent, tenez bon, il n'y a que le travail qui paye. Donc si vous travaillez, que vous êtes passionné, que vous vous intéressez à tout, tôt ou tard, il y aura une opportunité. Après, c'est à vous de la créer. C'est un monde, je parle du football, c'est un microcosme qui est impitoyable, qui est très dur, dans lequel il faut se battre. Donc il faut avoir de la personnalité, il faut avoir des arguments, il faut défendre ses positions et parfois accepter de se taire et avaler les couleurs. Donc faut être intelligent. Il ne faut pas se démonter pour autant, mais voilà, il faut s'accrocher parce qu'il y a plein de gens qui réussissent parce qu'ils ont un pouvoir de parole, un pouvoir d'élocution et un pouvoir de réussite là-dessus qui est assez fou. Mais ça doit pas vous devez pas vous sentir démuni ou vous dire que vous n'aurez jamais votre chance. Quand on travaille, je vous garantis qu'on a les opportunités. Moi, si je prends mon cas, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très connu. Mon père n'a jamais su où je signais, quand est-ce que je signais, avec qui je signais. Je me suis, entre guillemets, construit tout seul, entre guillemets, sur le plan parcours professionnel. Bien sûr qu'il m'a aidé pour apprendre plein de choses, mais je me suis construit tout seul. Il y a plein de gens qui réussissent, qui ont des trajectoires vraiment atypiques. Mais tôt ou tard, il y a une opportunité qui se présente et il faut la saisir. Et il ne faut pas avoir peur de partir à l'étranger. Il y a des opportunités à l'étranger qui sont incroyables. Incroyables. Un conseil, quittez la France, mes amis. Quittez la France. Et je ne dis pas quitter la France parce que j'aime pas le pays. Ça reste mon pays d'enfance, là où j'ai grandi, je suis français. Donc j'aime mon pays. Mais pour votre progrès, pour votre apprentissage, partez à l'étranger. Dans l'apprentissage des cultures, ne serait-ce que pour le ramadan, pour ça, pour comprendre les populations, savoir comment le sport à l'étranger fonctionne. Vraiment, partez. Partez, partez. Ou allez voir, allez dans des structures, voir comment ça fonctionne. Voilà. Mhm. Moi, je sais que Manu Lacroix m'attend à l'Asvel. Il faut que j'aille le voir. Je lui dis toujours, je vais venir te voir, je vais venir te voir, je vais venir te voir.
Je prends pas le temps, alors que je sais que Manu, il aurait plein de choses à m'apprendre. Plein, plein, plein. Dans le basket, je sais on est ignare dans le football sur beaucoup de méthodes et je sais que lui, il me bousculerait sur beaucoup de domaines, tu vois. Et je prends pas le temps pour l'instant, alors que je devrais le faire. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller à l'étranger, de découvrir des structures, des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes, des sports co, des sports individuels. Là, j'ai un pote qui est dans la F1 avec une demoiselle. Il s'éclate, hein. Il est passé du foot au ski à la F1. Et ben, et voilà, un préparateur physique qui analyse bien son activité, il arrive à rentrer dans le spécifique de l'activité, et puis là, il s'éclate. Partout, Dubaï, Japon, là, je sais pas où ils sont, en Italie ou je sais pas où. Donc, Anthony Claire, il s'appelle, et Anthony, il s'éclate. Mais parce qu'il a eu le cran de se dire, allez, je vais aller découvrir autre chose. Voilà. Ouais, faut Donc, être audacieux. ouais, après, c'est les opportunités. Tu la saisis pas, peu importe. Mais il ne faut pas se cacher derrière, ouais, le foot, c'est trop dur, ouais, mais j'ai pas la place, ouais, mais j'ai pas ci, ouais, mais non, 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 non. Non, non, non. Des opportunités, il y en a plein. Le réseau, il se construit. LinkedIn, c'est LinkedIn. Il y a plein de bêtises, mais il y a aussi plein de choses, plein de propositions de postes. Les États-Unis, je reçois une offre tous les jours sur Orlando. Orlando, ils cherchent. Le Minnesota, ils cherchent. Les Galaxies, ils cherchent. Des préparateurs physiques de partout. Des opportunités, il y en a plein. Dans les pays du Golfe. Mais il faut avoir l'envie de. Parce que nous, Français, on est toujours, ouais, mais c'est quoi? 2500 euros, ça ne m'intéresse pas. Ouais, 3000 euros, ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est pas loin, c'est trop loin de chez moi, c'est pas ci, c'est pas ça, ma retraite. Ouais, les amis, quand même. Non, non, non. Donc, nous, les Français, on a toujours des excuses. Toujours. Oui, mais non. Non, non, non. Du travail, il y en a. Il y en a. Alors, c'est sûr, hein, si tu veux signer au PSG ou en Ligue 1, oui, ben, c'est sûr que des opportunités, tu l'auras peut-être pas, cette opportunité-là. Il y a des étapes avant. Moi, C'est il sûr. m'a fallu 10 ans avant que je sois dans un club professionnel. 10 ans. Dijon, c'était un club pro, mais j'étais sur les jeunes. Je n'avais pas d'équipe professionnelle. Il a fallu 10 ans quand même. Malgré le fait que j'ai travaillé beaucoup, malgré le fait que j'ai un papa qui soit connu, malgré le fait que j'ai repris le sport beeper et développé le sport beeper, etc. Et je me suis fait connaître et machin. Mais c'est le travail. Hein. Faut pas croire. Hein. Pas parce que je suis le fils d'eux que je me suis retrouvé à la fédération marocaine. Hein. Non, non. Faut pas compter les heures. Hein. Sinon, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Exactement. Bon, Fred, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage Ouais, de merci à toi pour l'invite. de ton temps, tes connaissances, ton expérience. C'est toujours enrichissant d'avoir des points de vue différents, surtout que du coup, tu bosses aussi en dehors de la France, donc ça apporte aussi une petite touche différente de vraiment d'autres personnes qui sont un peu plus dans la culture française, si je puis dire, mais c'était intéressant. Je te laisse un dernier mot de la fin, si tu veux finir le podcast avec une petite touche de positivité. Non, non, bah écoute, merci à toi. Moi, tu sais, moi, je suis dans le partage, hein, je suis dans les échanges, donc c'est avec grand plaisir qu'on échange. On refera, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des thématiques un peu spécifiques, dans lesquelles on peut échanger, discuter, donner des avis, faire des retours d'expérience, enfin voilà, une table ronde ou ce que tu veux. Moi, je suis ouvert à tout. S'il y en a qui ont des questions, bah, ils n'hésitent pas à m'écrire sur mon Instagram. Hein, tu me tags, tu m'identifies. Enfin voilà, de toute façon, on va repartager tout ça sur les réseaux. Mais Ouais. voilà, s'il y en a qui ont des questions sur X ou Y domaine, je suis dans le partage, je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème, je ferai de mon mieux. J'ai quand même du travail, mais en tout cas, je répondrai toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour tout ça, Fred. Et puis Merci pour à tous les toi. auditeurs qui nous écoutent, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.